Aéroport de Marseille, 26 décembre 1994. Depuis près de 54 heures, cet Airbus d'Air France est aux mains d'un groupe terroriste. À bord, la vie des 233 passagers et membres d'équipage dépend du bon vouloir des 4 pirates de l'air, membres du groupe islamiste armé en Algérie. Persuadé que l'objectif final est un attentat sur Paris, le gouvernement français lance les hommes du GIGN à l'assaut de l'appareil. Une intervention unique dans l'histoire est décidée au plus haut niveau de l'État. 7 ans avant la tragédie du 11 septembre 2001, voici l'histoire du vol Air France 89-69. Nous sommes le matin du réveillon, le 24 décembre 1994. Le vol régulier d'Air France sur Alger s'apprête à atterrir. L'avion est un Airbus A300, un gros porteur moyen courrier piloté par un équipage de 3 hommes. Confirmé. En 1994, l'Algérie est la proie d'un terrorisme meurtrier. Et à chaque atterrissage, l'équipage est toujours un peu nerveux. Face à un éventuel tir de missile, un avion de ligne est terriblement vulnérable. Les vols sur Alger ne sont faits que par des volontaires parce qu'on connaît la menace terroriste, on en a tous conscience, on a accepté ce risque. En fait, Air France a demandé à l'État français, son actionnaire, le droit de suspendre les vols sur Alger. Une demande restée sans réponse. 100 pieds, 50 pieds, 20 pieds. Les vols confirmés. Le commandant du vol 89-69 est un pilote chevronné. Il s'appelle Bernard Delem et a accepté pour la première fois de témoigner face à une caméra. Par crainte de représailles, il a souhaité parler à visage caché. Disons, il y avait des mesures de sûreté, comme sur tous les vols, avec quelques-unes en plus, puisque c'était Alger, mais moi, à mon niveau, j'avais aucune appréhension de faire un Alger. Je peux, même 10 ans après, je peux revendiquer, j'aimais bien de faire un Alger. L'escale prévue est réduite au minimum. Juste le temps de nettoyer la cabine, de refaire les pleins et d'embarquer les passagers du vol retour. La plupart sont algériens ou français et s'échappent le temps des fêtes de la guerre civile qui ravage le pays depuis 3 ans. En 1992, pour contrer les islamistes vainqueurs des élections, les militaires ont pris le pouvoir. Dès lors, l'Algérie a sombré dans le terrorisme aveugle et la barbarie quotidienne. Comme tous les ans, j'avais décidé de venir passer les fêtes en France. Et j'avais un cousin avec moi. J'étais chef de cabine à Air Algérie et je ne pouvais pas prendre notre vol qu'Air Algérie normalement. Et arrivé à l'aéroport, il n'y avait plus de place, l'avion était complet. Entre-temps, un agent d'escale d'Air France m'a proposé de prendre le vol sur Air France. Ça m'a arrangé. J'étais sûre de partir au moins. L'embarquement est presque terminé. Quand, soudain, 4 hommes armés se présentent à la porte avant de l'avion. Allez en arrière. Dans un premier temps, l'équipage ne s'inquiète pas. Police, on ne bouge pas. Face à ce contrôle, inhabituel et inopiné, le commandant propose son aide. Très bien. Donc, tu restes ici, on s'en occupe. Ce serait bien que je fasse une annonce en cabine. D'accord. Allez-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici votre commandant de bord. Soyez sans inquiétude, des policiers vont procéder à un contrôle des passeports. Je vous demanderai de bien vouloir rester assis à votre place. Dès qu'ils auront terminé, nous pourrons décoller. Merci pour votre coopération. Passeport. Quand on les voit venir vers nous, ils sont armés et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Passeport. Les minutes s'écoulent. Le vol prend du retard et les autorités algériennes commencent à suspecter quelque chose. Et elles envoient des ninjas, les forces spéciales, inspecter les abords de l'avion. J'ai regardé
par le hublot et je voyais ce qu'on appelle les ninjas. J'ai regardé, je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi il y en a autant? Tarout! En arabe, Tarout, c'est des impies. Et lorsqu'il a dit ça, on a compris que c'était des terroristes. Yallah, en arrière! Va t'asseoir! Vous aussi! Éteignez la voix du Satan! Allez! En arrière, asseyez-vous! Personne bouge! Nous ne sommes pas des policiers. Nous sommes des moujahidines. En une seconde, le masque est tombé. Les hommes sont en fait des terroristes du GIA, le groupement islamiste armé, un des mouvements les plus violents. Il s'agit bel et bien d'une prise d'otage. Nous y arriverons! Inch'Allah! Bon, quand ça arrive, ça c'est le rocher qui tombe, c'est la chape de plomb, enfin bon, je sais pas à quelle image, c'est ahurissant. Regardez! C'est une bombe très puissante. D'autres aussi puissantes sont prêtes à exploser dans le ciel d'Alger ou d'ailleurs. Nous sommes des moujahidines du peuple. Dieu nous a désignés pour mourir. N'ayez aucune crainte. Dieu nous accueille tous dans son vaste paradis. Le chef est un homme de 25 ans, nommé Yahya. Dehors, les forces de sécurité algériennes prennent position, mais en l'état, elles sont condamnées à l'attente et à l'impuissance. La nouvelle s'ébruite rapidement et les premiers journalistes arrivent sur les lieux. À Paris, les dirigeants d'Air France montent aussitôt une cellule de crise et le gouvernement est immédiatement alerté. J'ai passé bien entendu l'après-midi au téléphone puisqu'il fallait d'abord savoir exactement ce qui se passe, c'était assez confus. Et parce que les autorités algériennes se faisaient fort d'arriver en discutant, régler le problème. Donne-moi ta veste. Vous voulez ma veste? À bord de l'avion, les terroristes cherchent à jouer la confusion. Pour tromper d'éventuels tireurs d'élite, ils endossent les vestes d'uniforme de l'équipage. Et en cabine, Lofti, l'un des terroristes, commence à imposer aux passagères sa rigueur islamiste. Plus vite! Les normes imposées par leur islam à eux ne sont pas respectées. À savoir, donc les toilettes, à savoir hommes et femmes assis côte à côte, et surtout, ces dames ne sont pas voilées. Et ça, c'est insupportable pour l'autre fille qui, tout d'un coup, réalisant ça, se met à tempêter. Inacceptable! Levez-vous! Bsara! Lawara! Alors, le caractère de l'autre fille est très particulier. Il est très agité. Si on l'appelle le Maboul, c'est vraiment parce que il est toujours en dents de scie. Il a des crises, il a des accès pratiquement de fureur. Et là, tout d'un coup, c'est insupportable pour lui et il a besoin de couvrir ses femmes. Vous aussi, vous deux. L'avion est maintenant immobilisé depuis plus de 2 heures. Pour Yahya, le moment est venu de faire connaître ses exigences. Qu'est-ce qui se passe, commandant? Ça marche pas, là, ils m'entendent pas? Il n'a rien entendu parce que vous parlez à deux en même temps. Il faut recommencer. Toi, dis-leur, dis-leur. Air France 8969. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Les terroristes exigent la libération des 2 chefs emprisonnés du Front islamique du salut. Ils veulent les embarquer à bord de l'avion et décoller pour Paris. Côté algérien, la réponse est catégorique, c'est non. Pas question de relâcher les responsables du fils. Quant à un décollage, il est pour l'instant matériellement impossible. Air France 8969. On nous demande de décoller pour Paris maintenant, mais on ne peut pas décoller tant que la passerelle avant est là où elle est. Pouvez-vous l'enlever le plus vite possible? Je répète, la tension monte rapidement. L'ivresse des premiers instants se dissipe. Non seulement la passerelle bloque l'avion, mais en plus, des voitures de police obstruent les voies d'accès à la piste. Acculés, les terroristes deviennent de plus en plus agressifs, violents. Je répète encore une fois. Pouvez-vous enlever la passerelle pour qu'on puisse... Vous allez voir comment on est sérieux, nous sommes des soldats de Dieu. Vous ne pourrez pas nous arrêter. Yahya veut qu'on le prenne au sérieux et décide d'envoyer un message extrêmement clair aux autorités algériennes.
Lors du contrôle des passeports, un officier de la police algérienne s'était manifesté auprès de ses soi-disant collègues. Une erreur fatale. De rangées derrière moi, il y avait un policier. On vous rend votre passeport, monsieur. Vous pouvez nous aider? Il a demandé au policier de le suivre. Et le policier, c'est fou comme... je ne sais pas s'il savait, mais il était très hésitant. Il marchait, mais alors vraiment à reculons, parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Bon, emportez notre message au gouvernement, hein. Allez. Seuls les passagers assis à proximité de la porte comprennent que l'homme vient d'être exécuté. Le premier contact qu'on a eu avec... il y a eu une hôtesse, ils l'ont laissé venir jusqu'au cockpit, qui nous a demandé si vous avez besoin de quelque chose, elle se doutait bien. Donc on a dit, on vous boirait bien un verre d'eau, parce qu'on avait un peu de mal à déglutir, vous vous doutez, on avait la gorge assez sèche. Et là, elle nous a glissé, ils ont déjà tué un passager. Alors on est tombé de haut parce qu'on s'était rendu compte de rien, on n'avait rien entendu. Mais les passagers ont aussi une autre source d'angoisse. À travers les hublots, ils distinguent une agitation à l'extérieur tout autour de l'avion. La plus grande inquiétude que l'on a tous, c'est que les ninjas, c'est-à-dire l'armée d'élite algérienne, attaquent. C'est très très particulier, ce sentiment de cet œuf fragile mais costaud qu'était l'avion. Il se passe quelque chose à l'intérieur et tout ce qui vient de l'extérieur pourrait rompre cet équilibre et nous fait peur. Une peur partagée par les autorités françaises. Clairement, un assaut des ninjas ne serait pas la bonne solution. Nombre d'entre eux avaient été formés par nous. Nous prenions un risque considérable si nous laissions cet avion sur Alger. Surtout que certains d'entre nous considéraient que si les forces algériennes étaient parfaitement capables de se rendre maîtresses de l'avion, cela se ferait probablement au prix d'un bain de sang. Les négociations sont bloquées, les autorités algériennes ne font aucune concession. Emportés par leur logique meurtrière, les terroristes n'ont guère le choix. Ils vont à nouveau tuer. Lorsque ils viennent chercher le deuxième passager, on se doute que ça va pas bien. Il est vietnamien, c'est un diplomate, il est vraiment l'étranger dans cet avion. Et ce passager qui ne subit pas leur terreur doit quelque part aussi les déranger. Le diplomate vietnamien prend le temps de ramasser ses affaires, persuadé d'être relâché. Elle est revenue avec une bouteille d'eau et des verres, elle nous a servi, elle nous a glissé, c'est pas un, c'est deux. Donc là, on a tout de suite vu qu'on avait vraiment tiré le gros lot, quoi. Les heures s'écoulent. Et au fil du temps, les passagers et l'équipage commencent à deviner la personnalité de chacun des 4 terroristes. Pour simplifier les choses, on a donné des surnoms. Yaya a donné son nom tout de suite, donc c'était clair. Le chef, c'est Yaya. Il ressemble un peu à un étudiant. Il est assez charmeur. Il a l'air très posé, sauf quand il se met en colère. Et là, il pique des colères vraiment très tonitruantes. Et l'autre fille, qui est le Maboul, celui qui fait respecter leurs lois, celui qui a des principes très durs, très intégriste. Il a déjà fait de la prison, il a été torturé, il a une haine du gouvernement, il a une haine tout court. C'est quelqu'un qui est vraiment dangereux et qui a un comportement de psychopathe. Le troisième qui n'a pas de nom,
qui, nous on l'appelle Bill, il fait un petit peu simplet. On se demande un peu ce qu'il fait là, et visiblement lui aussi se demande ce qu'il fait là, quoi. Il est pas, c'est une erreur de casting, quoi. Il fait plus gardien de chèvre que terroriste. Et puis il y a le dernier, c'est le tueur. C'est celui qui tire et nettoie son arme, apparemment sans aucun sentiment, sans aucun, avec un détachement. On se demande s'il réalise bien ce qu'il fait. Un homme froid, glacial mais capable de gestes troublants, mêlant mysticisme et terreur. Le plus grand, celui qui tuait, venait régulièrement. Quand nous nous croisions dans l'avion, il me prenait la nuque et il me faisait un baiser sur le front. Et par la suite, on m'a plus ou moins confirmé ce que j'imaginais. Des gens de confession musulmane m'ont dit qu'effectivement, on pouvait envisager que ce qu'il faisait, c'était comme un baiser de la mort. Oui. Vous voulez un verre d'eau? Face au tueur, Christophe Morin, malgré sa peur, ne perd pas sa dignité. Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Quoi? Si vous me tuez, si vous faites ça, je veux que vous me promettiez quelque chose. Je ne veux pas être tué d'une balle dans le dos. Parce que je veux voir votre visage en face de moi quand je mourrai. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi? Eh bien, je peux difficilement ne pas avoir peur. Bien sûr que j'ai peur. Mais je préférerais pouvoir contrôler la façon dont je dois mourir. Ça me rassurerait si vous pouviez me promettre que vous ne me prendrez pas par surprise et que vous me tuerez en face. Si on te tue, t'as pas à t'inquiéter. Tu seras un martyr. Tu iras droit au paradis. Je peux vous assurer que ça ne m'a pas rassuré pour autant, c'est évident. Depuis maintenant plus de 6 heures, la situation est totalement bloquée à Alger. À Paris, on s'impatiente. La France a proposé l'intervention du GIGN, mais l'Algérie a refusé. J'ai demandé, de façon extrêmement instante et pressante, aux autorités algériennes de laisser décoller l'avion, car je considérais que c'était un avion français, qui appartenait à la compagnie Air France, qui avait à son bord une majorité d'Algériens, mais plusieurs dizaines de Français, et qu'il appartenait donc à la France de régler le problème. La demande reste sans écho alors que la nuit tombe sur Alger. Un calme angoissant s'installe à bord de l'avion. Les terroristes ont déjà tué à 2 reprises et seul l'épuisement permet aux passagers de dormir quelques heures. L'équipage, lui, tente de créer des liens, de dédramatiser la situation. Explique-moi un peu comment ça marche. Ici, par exemple, il y a la PU. Le rôle d'un équipage dans ces conditions-là, c'est toujours de calmer le jeu, d'essayer de donner confiance, de faire durer aussi, parce que c'est très important. Au début d'une prise d'otage, c'est toujours assez violent. Il faut essayer de faire durer, de calmer, de montrer qui on est, savoir qui ils sont, etc. Se juger les uns les autres, enfin, et puis essayer de donner confiance. Ya, illa, illallah. Ça va jusqu'à la conversion de 2 hôtesses dont je fais partie. Je n'ai pas de non-respect vis-à-vis des gens qui croient. Simplement, j'ai pensé que puisque c'était une demande des terroristes et que ça pouvait aider, que ça pouvait les calmer, les satisfaire, ça ne me posait pas de problème moral. Au cœur de la nuit de Noël, Yahya poursuit ses négociations. Mais le gouvernement algérien ne cède sur rien. La situation est totalement bloquée et l'heure est à l'attente. C'était quand même assez calme. Moi, j'ai fait un tour en cabine vers les 2 heures du matin. Et il y en avait 2 qui étaient allongés entre les portes 1, entre la porte 1 gauche et la porte 1 droite. Ils s'étaient allongés par terre.
Et je disais, tiens, s'il n'y en a plus qu'un au cockpit et un à l'arrière, si l'assaut était donné à ce moment-là, ça serait peut-être pas mal. Mais bon, c'est tout, ça s'est arrêté là. Le jour se lève sur le 25 décembre 1994. La prise d'otage dure depuis plus de 20 heures. Et ce matin, c'est Noël. Le geste était merveilleux. Il y en a un qu'on a appelé Papillot, parce qu'il a dit « Vous avez assez travaillé, c'est moi qui vais distribuer l'eau ». Et il a pris des bouteilles d'eau et des verres, il est passé, il a servi les autres passagers. Les passagers ont participé. C'est pour dire que le fait de manger, le fait de retrouver des actions naturelles, crée tout de suite un climat beaucoup moins stressant, beaucoup moins dramatique que lorsqu'on est là simplement dans l'attente. Puisque de toute façon, on ne peut pas se rebeller. On ne peut rien faire. Durant la nuit, la France a envoyé le GIGN sur l'île de Majorque, le plus près possible d'Alger, sans risquer un incident diplomatique pour cause d'ingérence. À l'époque, le colonel Favier commandait le GIGN. Aujourd'hui, des menaces de mort l'empêchent de s'exprimer à visage découvert. La décision qui est prise, c'est d'envoyer donc le GIGN à Majorque et un appareil d'Air France en tout point identique à celui qui est détourné et un équipage particulièrement qualifié qui connaît au plan technique exactement toutes les potentialités de l'aéronef. Durant le vol, le colonel Favier et ses hommes vont se familiariser avec l'avion, au point de connaître les moindres détails de l'Airbus A300. Ils sont prêts à un éventuel assaut. Pendant ce temps, à Alger, les terroristes ont fait preuve de clémence en relâchant 33 otages, des malades ou des femmes avec des enfants. Mais il reste encore 178 personnes à bord, dont une très large majorité d'Algériens. Je ne sais pas comment les terroristes ont organisé leur affaire. Parce que c'était vraiment très réfléchi. Bon, c'est vrai que si vous voulez s'en prendre un peu aux intérêts à la France, Air France, c'est un symbole. Mais peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce que dans un avion d'Air France, à Alger, il y ait autant de passagers algériens. Les terroristes proposent alors de relâcher tous les Algériens, 138 personnes, pour ne conserver en otage que les 40 Français. Contre toute attente, les Algériens à qui ils proposent la liberté refusent de partir. Et tout le monde reste à bord. C'est vrai qu'à Alger, ils ont voulu libérer des passagers qui ont refusé de descendre. Et il me semble qu'il y en a un qui a dit, mais de toute façon, si nous on était descendus de l'avion, après ils auraient tué l'équipage, donc on a préféré rester. Et je pense que ce monsieur, il était sincère, ça s'explique pas, mais c'est la réalité. Le gouvernement algérien va changer de stratégie et tenter de jouer sur les sentiments. Les autorités établissent une communication radio avec la mère de Yahya, le chef du groupe. Mais l'effet obtenu n'est pas celui escompté. Je comprends que tu veux de mon bien. Maman, je t'aime. Je t'en supplie, ne tue pas ces gens. Mais j'aime Dieu plus que tout. La conversation plonge le terroriste dans une rage folle. Tu t'imagines, ils ont appelé ma mère. Ils ont appelé ma mère. Ma mère. Ils ont appelé ma mère. Il y a combien de putains de Français là dans la cabine? 2, je crois, un homme. Va chercher. Ah! Qu'est-ce qu'il pensait? Il était furieux. Il n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision. De toutes les façons, même l'amour de sa mère, même sa mère ne pouvait rien. Jusqu'à présent, les terroristes n'ont fait aucune victime française. Mais cette fois, Yahya décide de changer de registre. 2 membres du personnel de l'ambassade de France sont présents à bord. Le chef des cuisines et une secrétaire. Ok, maintenant on en a marre. C'est notre ultimatum. Tu vas leur dire que s'ils ne nous laissent pas partir, je vais tuer un passager toutes les demi-heures. Vas-y, dis-leur! Je m'appelle Yannick Beignet, je travaille à l'ambassade. Et notre vie est menacée. Si vous ne faites rien, ils vont nous exécuter. Il faut absolument faire quelque chose. Et le plus rapidement possible. On
On en a rien à foutre de vous. Nous sommes les soldats de la miséricorde. Vous pouvez venir le ramasser. Dehors, on va le tuer, on va le jeter de la porte, hein. Donne-moi une balle de calibre 6. Il était terrorisé, Yannick. Yannick me regardait. Est-ce qu'il me suppliait de l'aider? Il s'est accroché à mon regard, en fait. Ce serait mieux si vous retournez à vous asseoir à votre place. Et puis moi, je me disais, mais c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, c'est pas possible. C'est l'alarme d'ouverture de la porte avant qui confirme à l'équipage l'exécution de la menace des terroristes. AF 8969. Vous êtes content? Voyez ce qu'on obtient quand on s'obstine? On a assisté à distance à l'exécution de cet homme. C'est quelque chose qu'on avait vécu avec beaucoup d'émotion à Paris parce que nous étions, nous, branchés sur le réseau entre l'avion et la tour de contrôle. L'assassinat d'un citoyen français fait réagir Paris. Cette fois, on ne peut plus attendre. Le Premier ministre français appelle le chef d'État algérien. Et je lui ai dit que je rendais le gouvernement algérien responsable de ce qui allait se passer. Et que je le ferai connaître à l'opinion internationale. Les menaces françaises ont raison de la détermination algérienne. Après 39 heures de terreur et la mort des 3 passagers, le 26 décembre à 1h25 du matin, l'Airbus d'Air France est enfin autorisé à décoller. Ça y est, on pouvait partir. Et ça a été, dans l'avion, une joie que vous ne pouvez absolument pas mesurer. Et vraiment cette impression que ça y est, on avait réussi, on avait tous réussi, et on allait être sauvés. On quittait Alger. Mais il y a un problème. Durant les 39 heures d'attente au sol, le commandant a laissé fonctionner le moteur auxiliaire qui fournit l'électricité et l'air conditionné. Or, ce moteur consomme plus d'1 tonne de carburant par jour. Résultat, l'Airbus n'a plus suffisamment d'autonomie pour rejoindre Paris. Il devra se poser à Marseille. Feu de navigation. Groupe de conditionnement d'air. La routine des procédures reprend le dessus. L'équipage déroule les checklists comme si de rien n'était. Lentement, l'avion traverse le terrain pour rejoindre le seuil de piste. Mais avant de s'aligner pour le décollage, le commandant arrête l'appareil. Décollage terminé. Il veut juste s'assurer d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que la prise d'otage a eu lieu, j'ai suivi vos instructions. Vous voulez aller à Paris, faire votre déclaration? Je suis d'accord. Il faut me dire si l'avion va exploser entre Alger et Marseille. Commandant, pourquoi vous demandez si l'avion va sauter? Parce que je veux savoir. J'ai la responsabilité de mes passagers. Non, il n'y a rien à craindre pour vous, les passagers. On va à Marseille, comme vous avez dit, pour remplir l'avion d'essence, et on va à Paris. Je te donne ma parole de musulman, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Moi, je les ai crus. Quand il m'a dit que l'avion ne sauterait pas entre Alger et Marseille, je ne sais pas ce qu'il m'aurait répondu de la même façon. Hein, entre Marseille et Paris, je sais pas. Quand quelqu'un a des explosifs, c'est pas pour mettre sur un gâteau d'anniversaire. Rotation. On a 2 terroristes sanglés au poste de pilotage qui sont comme des gamins. Hein. C'est leur premier vol, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Excités, joyeux. En plus, ils ont réussi. À 3 heures du matin, le 26 décembre, l'Airbus d'Air France entame son approche sur l'aéroport de Marseille. Au sol, les hommes du GIGN revenus de Majorque sont déjà en position. En général,
général, on arrive sur un terrain qui est tenu par l'adversaire. Et là, c'est l'adversaire qui arrive sur un terrain qu'on maîtrise parfaitement. Et ça, c'est un élément clé qui est sans doute pour une part essentielle dans la réussite globale de l'opération. 100 pieds, 50 pieds, 20 pieds. Pour les terroristes, c'est le moment magique. On se pose en France. On va faire du fioul. On va refaire des provisions pour repartir, pour aller à Paris, puisque c'est le but. Nous étions en France avec les gens qui étaient en charge de cette affaire. Donc, quelque part, c'était rassurant, oui. L'aéroport est très sombre. On ne voit rien. Bon, il y a les phares de l'avion. Il y a la petite voiture, le Follow Me, on suit. Et on ne va pas à l'aérogare. L'avion est délibérément stationné sur une aire isolée. Du côté français, la tension est forte. Le gouvernement a reçu des informations inquiétantes. Pendant que l'avion faisait route vers la France, nous avions une autre information qui nous était parvenue. Selon cette information, les terroristes projetaient d'utiliser l'avion pour commettre un attentat sur Paris. L'information était suffisamment crédible pour qu'on prenne ça très au sérieux. Et la décision a donc été prise de toute façon qu'au quoi qu'il arrive, l'avion ne redécollerait pas de Marseille. Quel que soit le prix à payer, l'avion ne redécollerait pas de Marseille. Dès lors qu'il est arrivé à Marseille, nous avons prépositionné le GIGN que nous avons fait revenir en toute hâte. Nous avions choisi un endroit bien précis pour que l'avion soit mis au parking à cet endroit. Et puis ensuite, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour gagner du temps. Le jour s'est levé sur Marseille. Le patron du GIGN, le colonel Favier, décide de jouer la montre. L'avion est détourné depuis maintenant 40 heures. Conciliant en apparence, les autorités font traîner les négociations et cherchent à affaiblir les terroristes qui ont peu dormi et peu mangé. Air France 8969, on a besoin d'un complément de carburant. 27 tonnes 27 tonnes. Les terroristes demandent le plein complet. 27 tonnes de carburant alors que 8 tonnes suffiraient pour rejoindre Paris. Cette demande confirme les autorités dans leurs inquiétudes. Yahya et ses hommes veulent bel et bien transformer l'Airbus en bombe volante. La guerre des nerfs se poursuit. Ils disent que ce n'est pas possible à cause de ce qui s'est passé à Alger. C'est écrit dans les journaux. Et les essentiels ont peur de venir jusqu'à l'avion. Dites-leur, on veut partir maintenant. On veut notre conférence de presse à Paris. AF 8969, ils disent qu'ils veulent partir pour Paris maintenant. Ils veulent faire une déclaration à la presse. Ils veulent une conférence de presse à Paris. Ils se demandent pourquoi aller à Paris alors que toute la presse internationale est ici. C'est pas la peine d'aller à Paris. L'argument fait mouche. Yahya hésite, puis finit par céder. Dites-leur, on veut parler à CNN. Ils veulent parler à CNN. Les terroristes acceptent l'idée d'organiser une conférence de presse internationale à bord de l'avion. En fait, ils s'engouffrent dans le piège que leur tend le GIGN. Tactiquement, c'est important la conférence de presse, parce que ça nous a permis de décaler une partie des passagers, si vous voulez, vers l'arrière de l'avion. Les autorités françaises fournissent le matériel pour nettoyer l'avion. L'objectif est de libérer tout l'avant de la cabine pour accueillir la presse internationale. En fait, il s'agit surtout de dégager la zone avant de l'avion pour une éventuelle intervention du GIGN. Ils arrivent? Pas encore. L'avion est à Marseille depuis près de 12 heures. Le GIGN essaye de collecter le maximum d'informations sur la situation à bord, mais la tâche est difficile. Les hommes du colonel Favier attendent maintenant la tombée de la nuit pour pouvoir bénéficier de l'obscurité. À bord, l'atmosphère se tend à nouveau. Les terroristes croient toujours à la conférence de presse,
et commence à s'impatienter. Air France 8969. Alors tout est prêt ici, vous pouvez faire venir les journalistes. 8969, comment ça ils sont pas prêts? Non. Il y a une heure ils étaient prêts, ensuite vous nous avez dit que vous alliez les chercher. Il doit y avoir des centaines de journalistes dans le coin. C'est le scoop de leur vie de faire une interview pareille. Il trafique quelque chose, on peut pas rester ici. Je vous assure... Commandant, bouge l'avion. Va là où il y a les autres avions. Non, je vous assure que ça va aller. Commandant, va là où il y a les autres avions, bouge de là. Bouge de là tout de suite, commandant. On met en route. Cette fois-ci, c'est Yahya qui marque un point en semant le désordre dans les plans du GIGN. Tactiquement pour nous, c'est une situation qui est très gênante, parce que notre dispositif est bâti autour d'un aéronef stationné sur un point A, et que maintenant il se trouve sur un point B. Donc il faut remanier de manière très rapide le dispositif. Les terroristes forcent le commandant de l'EM à stationner l'Airbus au pied de la tour de contrôle, juste devant le terminal passager. Dis-leur maintenant c'est terminé. C'est trop tard pour la conférence de presse. Elle aurait dû déjà avoir lieu. Dis-leur de remplir le carburant, ils ont jusqu'à 17h. À 5h on s'en va, on décolle. Tu leur dis, commandant. J'en ai marre là. Allez. Air France 8969. En catastrophe, les hommes du GIGN se repositionnent. Les tireurs d'élite s'installent sur le toit de l'aérogare. Le colonel Favier doit aussi rebâtir une nouvelle stratégie. Cette fois, il opte pour l'attaque éclair. Une charge de cavalerie réalisée avec des passerelles d'embarquement. 3 passerelles et 30 hommes. Le schéma tactique est le suivant, une pénétration par 2 portes arrière, avec 2 fois 11 hommes sur les portes arrière latérales droite et gauche, et une pénétration avec une équipe réduite de 8 hommes au niveau de la porte avant droite pour s'emparer du cockpit, tant on sait qu'il est vrai que le chef du commando est dans ce cockpit, et que notre intention est de couper le cockpit du reste de l'avion. L'ultimatum de 17h expire et aucun camion de carburant n'est à l'horizon. 5h arrive. Et là, c'est le moment où Yahya doit faire quelque chose. Le chef du commando décide de choisir une nouvelle victime parmi ses otages. Il choisit un membre d'équipage, le plus jeune, le plus étranger, et qui a fait l'erreur de lui dire qu'il était athée. Je sais pas ce que je dois faire, mais j'ai pas le choix. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Yahya, on ne saura jamais. Toujours est-il que je sais pas s'il renonce, mais en tous les cas, il sursoit cette exécution. Et au lieu de ça, il tire, il fait tirer par Bobby sur ce qu'il y a autour de lui. Les terroristes sentent que la partie est sur le point de se terminer. Mais après, donc, ils ont pris conscience qu'il y avait un public adresse et ils ont commencé à réciter des versets du Coran. Il fallait nous préparer à la mort, que nous allions mourir en martyrs, que Dieu nous attendait. Il y a eu un silence général et c'était la panique. Les terroristes savent que les négociateurs sont dans la tour de contrôle. Et Yahya décide de leur envoyer un message sans ambiguïté. Un des terroristes a ouvert une fenêtre latérale du cockpit et a arrosé la tour de contrôle dans laquelle nous nous trouvions. Donc la glace s'est découpée autour de nous et donc on a été mitraillés littéralement. Depuis qu'on était posé à Marseille, il y avait eu quelques tensions, mais il n'y avait pas eu des menaces comme ça avait l'air de se présenter. On va achever notre mission, commandant. Et il n'y a rien à craindre ni pour toi, ni pour les passagers. Le GIGN a reçu carte blanche du Premier ministre pour intervenir.
Le colonel Favier décide que l'heure est venue. Dès lors que les terroristes appliquent des feux avec une arme automatique sur la tour de contrôle, qu'il y a péril à l'intérieur de l'avion, donc il y a engagement offensif. Et cet engagement offensif se fait à partir des escaliers qui sont des escaliers automobiles. Et à ce moment-là, tout le monde a compris, eux comme nous, que c'était le début de l'assaut. L'assaut est lancé sous l'objectif des caméras de la toute jeune télévision LCI, qui réalise là son premier scoop. Donc nous sommes 8 sur cette passerelle avant droite. La première passerelle aborde l'aéronef. Il y a un petit problème de réglage de hauteur parce qu'elle est à peine plus haute que la porte. En fait, la porte bute contre la partie supérieure de la passerelle. Une légère marche arrière, la porte s'ouvre, la passerelle aborde l'avion et le groupe rentre à l'intérieur. Et là, c'est l'apocalypse. Et là, le groupe qui rentre est pris sous un déluge de feu, appliqué par les terroristes qui tirent sur tout ce qui rentre, donc et appliquent des feux extrêmement meurtriers. On ne peut pas douter un instant de la nature des tirs appliqués, ce sont des tirs à tuer. À l'arrière de l'appareil, 2 autres groupes du GIGN font intrusion. Ne bougez plus. Alors j'entends main sur la tête, ne bougez plus, cachez-vous, enfin mettez-vous le plus bas possible. Moi j'ai souhaité complètement là aussi sortir du contexte dans lequel nous nous trouvons, qui était effectivement extrêmement violent. Donc je me suis mis sous la gabardine que j'avais, de manière à ne plus voir ni les balles traçantes ni ce qui se passait dans le contexte. Des centaines de balles sont tirées dans la partie avant de la cabine, envahie par les fumigènes. En quelques secondes, c'est l'enfer. J'étais quand même assez mal placé. Donc à part me replier sur moi-même pour tenir le moins de place possible, on s'imagine et on se met un peu en apnée, on s'imagine qu'on se durcit et on va arrêter les balles. Les tireurs d'élite embusqués sur le toit sont gênés par le copilote qui leur cache les terroristes réfugiés dans le poste de pilotage. Un problème qui va se régler tout seul. Jean-Paul Borderie fait une chute de 6 mètres et se blesse sérieusement. Malgré une fracture à la hanche et une jambe cassée, il réussit pourtant à s'éloigner pour se mettre en sécurité. Pour les tireurs d'élite, le champ de tir est maintenant dégagé. À l'arrière de la cabine, le GIGN a commencé l'évacuation des passagers. Mais certains sont coincés à bord. Essayé d'emmener avec moi une dame, une passagère qui était assise à côté de moi, mais étant trop forte, elle ne pouvait pas. Donc on s'est tenu la main. En moins de 6 minutes, la quasi-totalité des passagers est évacuée. Mais à bord, les combats se poursuivent contre le dernier membre du groupe terroriste. On n'est plus que le mécanicien navigant et moi dans le cockpit. Bon, on se regarde, il y a ce gars-là, ils nous regardent l'un après l'autre. Ces 3 acolytes sont là, ils sont morts ou quasiment. De dépit, ils pouvaient nous tuer l'un et l'autre. Il l'a pas fait. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je peux rien dire d'autre. Je pense qu'au bout de 54 heures, il y a connaissance et respect, entre guillemets, mutuel entre les terroristes et les otages. Oui, on a forcément des liens qui se sont créés dans le drame. Et je pense qu'ils ont pu être activés, ces liens, et qu'ils ont peut-être contribué pour une part à la préservation de la vie des membres d'équipage. Les images filmées par les caméras de télévision montrent l'intensité de la bataille. Seul contre tous, le dernier terroriste blesse plusieurs policiers. Durant 20 longues minutes, il mène une lutte à mort. Jusqu'à la dernière seconde. Bon, on se regarde avec le mécanicien. On savait très bien dans quelle situation on était. Tant qu'il y avait tant que ça tirait, on savait bien qu'on risquait de mourir. Une fois que c'est fini,
où on croit que c'est fini et on dit ça y est, c'est bon, c'est terminé. Mais ce n'est pas tout à fait terminé. Le GIGN ignore le nombre exact de terroristes. Et il n'est pas certain d'avoir neutralisé tous les membres du commando. Les hommes du colonel Favier avancent prudemment dans l'appareil. Et pour l'instant, toute personne vivante est à leurs yeux un suspect. Les mains sur la tête. Sortez. Je suis le commandant de bord. Je vais sortir, mais je ne mets pas les mains sur la tête. Jamais je serais sorti du cockpit les mains sur la tête. Après ce que j'avais fait, ce que j'avais subi, il était hors de question qu'on me punisse comme un gamin. Quand on a vu Bernard et Alain sortir de l'avion, on n'y croyait pas. Et alors Alain était en plus menotté, il avait la chemise en sang, il était menotté et il disait « je suis sourd ». Mais nous on lui disait « mais t'es vivant ». Et on a dit « mais c'est notre mécanicien, mais détachez-le ». Enfin c'était incroyable. La bataille rangée a duré plus de 20 minutes, à coups de grenades, de rafales d'armes automatiques et de tirs de précision. Et sur les 177 otages, passagers et membres d'équipage, tous ont survécu. Le commandant de l'EM s'en est sorti avec 2 blessures par balle au coude droit et à la cuisse. L'équipage, lui, avait une responsabilité particulière. Il avait le devoir de sauver les otages et il avait le devoir de sauvegarder l'avion. L'équipage en général et le commandant de bord en particulier, ils ont été tout à fait à la hauteur de la situation. Sur les 30 hommes engagés par le GIGN, 9 ont été blessés, dont un gravement. Quand on a fait le point de la nature des blessures des membres du GIGN et quand j'ai pu constater qu'aucun n'était mortellement touché, quand on a pu mesurer ça, on peut considérer que l'opération est terminée et que globalement elle se traduit par un succès. Sur les 165 passagers retenus à bord, seuls quelques-uns ont subi des blessures légères. La conduite des passagers était exemplaire. Et si on s'en est si bien sorti, c'est parce que les passagers étaient à la hauteur. Sur les chaises blanches qui sont là-bas, vous asseyez sur les chaises blanches. Si on a passé, on les mettra sur les bancs. Je dirais que, on ne peut pas dire que j'étais serein, bien sûr, pendant toute cette journée. Mais comme je considérais qu'il n'y avait pas une autre décision à prendre que celle que j'avais prise, eh bien, il me restait simplement à souhaiter que les choses se passent bien, et je répète qu'elles se sont exceptionnellement bien passées. Que je n'aurais pas rêvé qu'elles se passent aussi bien. Tous les membres du GIGN, ainsi que l'équipage d'Air France, ont reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République. Je voyais pendant longtemps les 3 morts que j'avais pas pu sauver. Jusqu'au moment des médailles ou des regards des autres où j'ai réalisé que j'avais sauvé 170 personnes. Et c'est beaucoup plus gratifiant. Et ça permet de faire son deuil. Donc oui, la médaille, je la porte pas parce que mais je suis fière de l'avoir et je considère que nous l'avons méritée. On a fait simplement ce qu'il fallait faire, notre boulot. L'intervention du GIGN est depuis entrée dans les annales comme une des opérations antiterroristes les mieux réussies. Mais pour les rescapés, le vol 89-69 du 24 décembre 1994 les a marqués à tout jamais. Zaïda Kakachi a décidé de quitter définitivement l'Algérie pour s'installer en France. L'hôtesse de l'air, Claude Burnière, a reçu les remerciements d'Air France, mais n'a jamais pu reprendre son métier. De même pour Christophe Morin. Profondément marqué par ce drame, aujourd'hui il travaille pour plusieurs organisations humanitaires. Bernard Delem, lui, a pu poursuivre sa carrière de pilote à Air France et a pris en 2004 sa retraite de commandant de bord. Bien plus tard, un ancien responsable du GIA, Omar Chiki, a confirmé les intentions initiales des terroristes.
L'objectif final était bel et bien de réaliser un attentat particulièrement spectaculaire au-dessus de la capitale française. Une catastrophe qui aurait dû faire des milliers de morts. J'étais convaincu du fait que les terroristes voulaient jeter cet avion sur Paris. Ben pour eux, c'était extraordinaire. Disposer d'un avion, le jeter sur la Tour Eiffel ou le jeter sur le palais de l'Élysée, ça aurait été évidemment un exploit extraordinaire. Ce premier essai avait échoué. Malheureusement, la réussite d'un plan aussi audacieux n'était qu'une question de temps. Je partais faire mes petits achats et j'ai croisé une copine qui m'a dit « Un avion s'est crashé sur le World Trade ». Alors je suis rentrée et je suis restée 24 heures assise là, devant la télé, et je n'ai pas pu bouger, ni manger, ni rien. Je crois que toutes les images sont revenues en me disant « Voilà, est-ce que c'était ça qui devait nous arriver ?» Le vertige de me dire on avait des apprentis terroristes, nous, des petits gars qui savaient pas très bien, et voilà, ils ont tiré toutes les bonnes leçons.